Bonjour chers sixièmes, nous voilà ici pour notre 7e séance et nous allons parler de quelque chose d'un peu nouveau pour vous, mais dont vous aviez vaguement entendu sans doute parler lorsque vous étiez en classe de primaire. Il s'agit des figures de style. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire de figures de style? Nous en parlons dans une seconde, mais avant cela, regardons notre plan de séquence. Et justement, vous voyez que la dernière fois, on s'était arrêté dans notre texte 3, Vendredi ou la vie sauvage, à cet épisode assez particulier où Robinson avait décidé d'apprendre la langue anglaise à Vendredi. Et de quelle manière la lui apprenait-il? Eh bien, en désignant une chose et en la nommant. Et très vite, il s'est aperçu que Vendredi n'aimait point trop cet aspect un peu strict de l'apprentissage de la langue, et que très vite, il s'en amusait. Il s'amusait avec les mots. Il créait des images. Souvenez-vous, lorsqu'il disait « les arbres pleurent, les rochers pleurent », etc. Robinson, qui au départ n'aimait pas trop cela, finalement s'est laissé prendre au jeu et a même été jusqu'à être capable de jouer au jeu Araucan en 5 touches dont vous aviez vous-même dû en produire un pour le soleil. Alors, justement, quel rapport avec notre nouvelle leçon, les figures de style? Eh bien, c'est que notre cher Vendredi, lui, se servait de la langue pour construire des figures de style. Alors, regardons cela plus précisément et après, nous pourrons nous exercer justement sur les figures de style les plus classiques, puisque nous sommes là pour l'instant en 6e, et vous verrez que d'année en année, vos professeurs de français vont vous apprendre de plus en plus de figures de style. Et cela vous conduira même, vous verrez, plus tard, bien plus tard, jusqu'au lycée. Ici, nous sommes dans notre séance 7 et donc nous allons étudier les figures de style. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir les reconnaître, les figures de style. Alors, je vais d'abord partir de quelque chose que vous avez déjà connu lorsque vous étiez en primaire et vous allez voir que ça a un rapport avec ce qu'on nomme figure de style. Regardez des petits dessins et on va déjà en tirer une certaine ou plusieurs même conclusions. Imaginez-vous, vous êtes un enfant, tout petit, et vous commencez à apprendre les nouveaux mots de la langue. Et parfois, vous vous apercevez que les adultes utilisent les mots de manière un peu étrange ou alors que leurs phrases ont un sens totalement inattendu. Je vous en donne des exemples. Imaginez le petit enfant qui entend pour la première fois un certain nombre d'expressions et la réaction qui va s'ensuivre dès lors qu'il ne les comprend que littéralement. Ça veut dire qu'il les comprend sans voir que derrière se cache un sens qui est une image. Regardez. Ici, c'est un enfant qui a entendu parler qu'un monsieur aurait posé un lapin à quelqu'un de sa famille. Poser un lapin. La première fois qu'il a entendu ça, il a pu, comme ce garçon, s'imaginer ici que l'on posait un lapin sur la tête de quelqu'un. Continuons encore dans nos images. Imaginez un instant la première fois que vous avez entendu cette expression venant peut-être de vos parents agacés par un de vos comportements, vous dire « écoute, tu me casses les pieds ». La première fois qu'un enfant entend cette expérience, vous vous en souvenez pas parce que il y a très longtemps déjà pour vous. Eh bien, la première fois que vous avez entendu cette expression, vous avez, comme cet enfant, imaginé ici que les pieds étaient cassés. Ou encore, d'autres expressions,
Par exemple, lorsque on dit d'une personne qu'elle est vraiment chouette. Alors l'enfant sait très rapidement ce que c'est qu'une chouette, ce qu'est un hibou, et là il ne comprend pas pourquoi la meilleure amie de sa maman serait une chouette. Ou alors, quand il a entendu son grand frère dire que finalement, il comptait sur son papa pour pouvoir faire ses exercices de maths. Eh bien, vous voyez, tout ça, ce sont des expressions, mais des images. Rappelez-vous, en primaire, on vous parlait d'un sens propre et d'un sens figuré. Le sens propre, c'est ce que veut dire réellement l'expression. Si vous dites je me suis cassé le pied, le sens propre, c'est que véritablement, à cause d'un accident, votre pied est cassé. Si vous dites de quelqu'un qu'il me casse les pieds, cela signifie quoi? Que vous n'en pouvez plus ou que cette personne vous embête, vous mette en colère et qu'elle suscite chez vous de l'impatience. Lorsque vous dites « mon ami est chouette », véritablement vous avez une chouette en ami. Mais cela veut dire que votre ami est très sympathique. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Tirons-en quelques conclusions. Une figure de style, ça nous rappelle quelque chose qu'on a étudié en primaire. Lorsque votre professeur vous parlait d'un sens propre et d'un sens figuré. Et il vous disait, voilà, que le sens propre, c'est le véritable sens de l'expression. Que le sens figuré, c'est un sens où l'on produit une image pour essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Eh bien, le sens figuré, vous entendez, figure. Eh bien, c'est ça, une figure de style. C'est lorsque vous allez proposer un certain nombre d'images pour vous faire comprendre. Alors, la figure de style, il faut donc la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, et si, par exemple, je dis à un élève, prends la porte, et que cet élève essaie de dévisser la porte, tout le monde va rire. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas compris que c'était une figure de style, que c'était un sens figuré, qu'il fallait interpréter, essayer de comprendre l'image. Cela voulait dire sors. Ainsi, la figure de style, d'abord, on doit la reconnaître. Ainsi, la figure de style, c'est une image qu'il faut interpréter. Et n'oubliez pas la leçon que nous vous avez appris vendredi face à Robinson, c'est que lorsqu'on utilise une figure de style, on rend la langue vivante. Alors que si on pense pouvoir, comme Robinson, nommer les choses telles qu'elles sont sans jamais faire d'image, eh bien la langue est morte. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il soit vraiment possible de n'employer la langue que de manière littérale, c'est-à-dire qu'en essayant de faire en sorte que pour une chose, il y a un nom. Ce n'est pas possible. Vous avez toujours besoin d'images pour vous faire comprendre. Tel est l'enjeu des figures de style. Alors nous allons voir quelques figures de style. Et vous allez voir qu'à chaque fois, eh bien, une image se dégage et qu'en plus, il faut pouvoir l'interpréter. Alors certes, il faut pouvoir l'interpréter, il faut pouvoir la reconnaître, et puis il faut bien voir comment elle s'organise, quels sont les mots qui permettent de construire une figure de style. Comment cela se construit-il? De façon à ce que vous-même, vous puissiez le faire. Et vous verrez que lorsque nous lirons des textes désormais en classe, eh bien, de temps en temps, je serais content que vous puissiez me dire « Monsieur, j'ai reconnu qu'il y avait là une personnification.
Monsieur, j'ai reconnu là qu'il y avait une comparaison. Monsieur, j'ai reconnu là qu'il y avait une métaphore. Je serais content. Mais je vous dirais que je suis encore insatisfait. Pourquoi? Parce que je vous dirais, je vous répondrai, ah, s'il y a une métaphore, donne-moi son sens. S'il y a une comparaison, je veux la comprendre. S'il y a une personnification, pourquoi cette personnification? Donc, tel sera l'enjeu désormais de travailler les figures de style. Alors, nous allons commencer notre parcours avec les deux premières figures de style importantes, celles qu'il faut connaître définitivement à vie. La comparaison et la métaphore. Alors pourquoi on relie la comparaison et la métaphore ensemble? Eh bien parce que ce sont deux figures de style qui vont établir des ressemblances. Commençons par exemple par cette phrase. Si je dis d'une personne qu'elle a le regard qui brille comme le soleil, je fais ici une comparaison. Je reconnais que c'est une comparaison parce qu'il y a le mot « comme ». Et je compare cette personne, son regard, à la lueur que produit le soleil. Ça veut dire que la personne est comparée à un comparant, le soleil. Bien. Ici, c'est la comparaison. La métaphore, eh bien, c'est une comparaison. C'est une comparaison pour laquelle on aurait enlevé le mot comparant. On dit parfois outil de comparaison. Ici, dans « elle a le regard qui brille comme le soleil », j'ai une comparaison, vous disais-je. Si je veux obtenir une métaphore, je dois enlever le mot de comparaison, je dois enlever le mot « comme » et reconstruire la phrase pour qu'elle soit correcte. Cela donnera « elle a le regard ensoleillé ». Et vous voyez que là aussi, le regard est comparé à un comparant, le soleil. Alors, vous avez compris qu'une comparaison a un outil de comparaison qui peut être comme, qui peut être ressemble à, qui peut être tel que, etc. Maintenant, je vous entends déjà me dire, mais vous aviez dit qu'on devait l'interpréter. Bien oui. Si je dis d'une personne qu'elle a le regard qui brille comme le soleil ou qu'elle a le regard ensoleillé, eh bien, selon le contexte, on pourra signifier par là que la personne a un beau regard. Commençons. Alors, à partir de maintenant, nous allons nous exercer sur ces deux figures de style, la comparaison et la métaphore. Vous aviez des exercices à faire, ce sera aussi ici pour vous l'occasion de les corriger. Bien. Alors, maintenant, vous aviez pour première activité, eh bien, à reconstruire des comparaisons. Cela vous permettait un petit peu de comprendre ce qu'est une comparaison, ce que vous faites régulièrement. Vous deviez relier les bonnes expressions entre elles. Alors, nous faisons l'exercice. Vous pouvez faire pause si vous n'aviez pas encore eu le temps de le faire. Et après, nous corrigeons. À tout de suite. Correction. Donc ici, vous aviez à rétablir des comparaisons. On dira de quelqu'un qu'il est muet comme une carpe. Un poisson ne parlant pas, ça signifie qu'il ne parle jamais. Vous pouvez insister sur le fait qu'effectivement, on aimerait bien l'entendre. Il nage comme un poisson. Eh bien, cela signifie que la personne nage extraordinairement
bien, avec habilité, avec agilité. Il est rusé comme un renard. Donc là, nous avons affaire à quelqu'un de malin. Il est fort comme un tigre. Eh bien, là, ce n'est pas quelqu'un qui a une compétence physique classique, mais qui, justement, montre qu'elle est plus forte que la moyenne des personnes, par exemple, de son âge. Il est bavard comme une pie. Cela, c'est pour quelqu'un qui ne sait jamais de blablabla, blabla parler. Voilà, donc je suppose que vous aviez su, pour la plupart, reconnaître un petit peu et rétablir ces comparaisons. Maintenant, passons à l'activité 2. Et dans l'activité 2, ici, il faut que vous retrouviez, alors attention, c'est une consigne qui a 3 demandes particulières. Il faut bien n'en oublier aucune. Vous deviez donc, dans chacune de ces comparaisons, souligner de 2 traits ce qui est comparé. Alors si vous savez plus ce qui est comparé, comparant, posez-vous la question, qu'est-ce qui est comparé? Vous deviez souligner d'un trait le comparant, donc l'élément qui va nous permettre de faire la comparaison. Et enfin, entourer l'outil de comparaison ou le mot comparant. Manière pour vous, déjà, de manier un petit peu l'art, la construction d'une comparaison. Je vous laisse faire l'exercice et nous le corrigeons. Alors, vous avez sans doute trouvé. Allons-y, corrigeons cet exercice. Cette chambre est douillette comme un petit nid. Alors, qu'est-ce qui est comparé? C'est cette chambre. Il fallait souligner donc cette chambre 2 fois. Elle est comparée à quoi? À un nid, c'est le comparant. Il fallait le souligner une fois. Et quel est l'outil de comparaison? Eh bien, ici, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, comme. Deuxième phrase. Je trouve que Lise ressemble beaucoup à son père. Qui est comparé? C'est Lise. On souligne 2 fois. À quoi est-elle comparée? C'est le comparant son père. On le souligne une fois. Et l'élément qu'il fallait entourer, c'est ressemble et a. Avec ce manteau, tu as l'air d'un sac. Ici, c'est le manteau qui est l'élément comparé, souligne 2 fois, sac qui est l'élément comparant, donc comparaison négative, et l'élément, l'outil de comparaison, c'est avoir l'air. Quatrième phrase, tels de courageux petits ouvriers, les castors construisent une digue. Alors ici, qui est-ce qui est comparé? C'est les castors. À quoi sont-ils comparés? À des ouvriers. Et enfin, quel était l'élément, l'outil de comparaison? C'était tel de. On pourrait avoir également tel que. La rivière se déroule dans la plaine ainsi qu'un ruban scintillant. Eh bien ici, la rivière était l'élément comparé à un ruban et on avait utilisé comme terme de comparaison, comme outil de comparaison, comme mot comparant, eh bien, ainsi que. Voilà, je suppose que vous l'aviez trouvé. Donc maintenant, nous allons passer à la métaphore. Deuxième figure de style de la ressemblance, deuxième figure de style qui établit des images, des comparaisons. On commence. La métaphore, elle aussi, établit une ressemblance entre 2 éléments. Exemple d'une belle métaphore. La métaphore, c'est toujours une image. Le ciel se reflète dans le miroir de la mer. Alors ici, c'est la mer qui est comparée à quoi? À un miroir. Donc vous voyez, comme pour une comparaison, nous avons ici un comparant et un comparé. La mer est le comparé et miroir est le comparant. Donc, on peut d'ores et déjà, puisque vous avez compris cela, commencer notre troisième activité. Regardons-en la consigne. Il fallait relever les métaphores
Et de nouveau, souligner de 2 traits le comparé et d'un trait le comparant. Je vous laisse faire si vous ne l'aviez pas fait et plus encore si vous vouliez le refaire. A tout de suite. Correction. Alors, première phrase, j'écoute la musique de la pluie sur les arbres du jardin. Alors ici, la pluie est considérée comme une musique. Le bruit que fait la pluie suscite cette impression d'une certaine musicalité. Alors ici, il fallait souligner de 2 traits la pluie et le comparant, c'était musique. Ensuite, deuxième phrase, le papillon vient butiner sur une fleur et déploie ses ailes de velours. Ses ailes, c'est ce qui est comparé à quoi? À du velours. Et c'est-à-dire ici que ces ailes ont l'air d'être d'une douceur incroyable, voire d'une beauté. Des flots de musique ruissellent de toutes parts. Ouh là là! Alors ici on a une métaphore qui dit des flots de musique ruissellent de toutes parts. Donc ici c'est la musique qui est l'élément comparé à quoi? À des flots, donc à de l'eau. C'est l'élément comparé qu'il fallait souligner. Et puis vous voyez que le verbe ruisseler, c'est continue cette métaphore. Elle avait une voix de sirène qui séduisait chacun. Ici, bien entendu, c'est la voix qui est comparée, qu'on soulignait donc 2 fois, à sirène, qu'on ne souligne qu'une seule fois, et qui, vous le comprenez, lorsqu'on parle de chant des sirènes, eh bien, ça laisse entendre que la personne qui chante a une voix envoûtante. Bien, on passe tout de suite à un exercice, cette fois-ci un petit peu plus complexe, puisque nous allons véritablement prendre des extraits littéraires d'un ouvrage de Colette, écrivaine, et vous allez devoir cette fois-ci repérer dans ces 2 phrases la métaphore. Voilà pourquoi je vous demandais de les souligner. Je vous laisse faire, vous mettez pause, et on corrige en 2 secondes. Prenons donc la correction. Ici, dans la première phrase, puisqu'il fallait souligner les métaphores, le narrateur nous dit « Août finissait, et l'on dînait déjà à la lueur des lampes, les portes ouvertes sur le couchant vert, où nageait encore un fuseau de cuivre rose. » La métaphore, c'est « nageait encore un fuseau de cuivre rose ». Vous savez, en été, quand l'été se termine particulièrement et que l'automne commence à arriver, le ciel prend des couleurs fabuleuses. Les nuages reflètent des mauves, ici du rose, et la forme faisait penser à un cuivre rose. Donc ici, et que ce nuage nage au sein même du ciel. Donc ici, la métaphore, c'était « nageait encore un fuseau de cuivre rose ». Deuxième phrase. Philippe détacha son regard de la mer, plate et blanche près des sables, au loin, couleur de thon, sous les nuées basses. Alors ici, lorsque vous dites couleur de thon, eh bien, vous faites une comparaison avec la couleur du poisson. Sauf que vous n'avez pas mis d'élément de comparaison, donc c'est une comparaison sans outil de comparaison. Ça s'appelle une métaphore. Il fallait donc souligner ici couleur de thon. D'ailleurs, parlant de thon, ça va nous permettre de passer à notre prochaine figure de style que l'on nomme la personnification. Vendredi. Ah oui, les nuages pleurent. Eh oui, les rochers pleurent. Eh oui, rappelez-vous, vendredi, il donnait des attributs humains à des objets inanimés. Eh bien, regardez ce joli tableau. Une marquise avec une tête de chien, comme si ce chien était un aristocrate, un noble.
Alors le peintre, que veut-il nous signifier? La noblesse de cet animal? Eh bien, la personnification peut aussi se jouer avec des animaux. Deuxième exemple, lorsque l'on dit « les feuilles dansaient dans le vent », eh bien, nous sommes dans une personnification, c'est-à-dire que le mouvement des feuilles suscite chez nous l'impression d'une harmonie, d'une danse. On trouve cela beau. Si je vous demande de faire de la poésie, eh bien j'attendrai probablement et particulièrement dans la poésie un certain nombre de figures de style, un certain nombre d'images expressives qui donnent goût à votre écrit. D'ailleurs, dans les récits, on en trouve aussi beaucoup. Et imaginez bien, désormais, dans vos rédactions, il faudra penser, se dire « Ah oui, là, je mettrais bien, j'écrirais bien, je composerais bien une comparaison, une métaphore ou une personnification. » Alors, dans notre première activité, vous allez devoir compléter ce tableau. Autrement dit, vous avez 3 phrases et vous devez donner l'élément qui est personnifié et trouver les termes de la personnification. Alors, pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, je donne le premier exemple. Dans la phrase « Le ruisseau tranquille continue son petit bonhomme de chemin », eh bien, quel est l'objet personnifié? Ici, c'est un ruisseau. Et on dit de ce ruisseau qu'il est tranquille et on le compare au bonhomme qui, gentiment, suit son bonhomme de chemin, c'est-à-dire qu'il ne dévie pas de sa trajectoire, de son trajet. Eh bien, faites-moi au moins les 2 autres et après nous les corrigeons. À tout de suite. Correction, vous avez complété le tableau, alors vérifions que vous avez bien trouvé l'élément qui est personnifié et les termes, les mots qui permettent d'établir cette personnification. Dans la première phrase que nous avons faite, eh bien, nous avions parlé du ruisseau qui était tranquille et qui suivait son bonhomme de chemin. Maintenant, dans la deuxième phrase, le vent, furieux, hurle contre la nature terrifiée. Vous sentez ici que la personnification rend expressive votre langue, que sans cela, elle serait bien moins belle, bien moins imagée, enfin, qu'elle susciterait moins d'émotions. Ici, on est pris par cet aspect un peu poétique de la personnification. Alors, quel est l'élément qui était personnifié ici? On avait d'abord le vent, dont on dit qu'il est furieux, et dont on dit aussi qu'il hurle. Sous-entendu qu'il est très fort, que cela fait du bruit, qu'on entend le vent siffler dans nos oreilles. Et on parle aussi de la nature qui, elle, devant cette colère, est terrifiée. Donc on attribue bien des choses humaines à des éléments inanimés. Troisième phrase, le moustique audacieux s'adressa en ces termes au lion, roi de la forêt. Eh bien, nous avions 2 éléments personnifiés. D'abord, le moustique, dont on dit qu'il est audacieux. Or, audacieux, vous savez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il est pénible. Une mouche qui ne cesse de vouloir revenir sur vous. Tandis que le lion, lui, est dit roi de la forêt. Alors, roi de la forêt, attention, le lion ne sait pas, lui, que nous, humains, le considérons comme le roi de la forêt. C'est nous qui lui avons attribué cet aspect-là, du fait de sa puissance et du fait qu'il règne en maître, j'allais dire, sur les autres animaux qui ne peuvent pas l'affronter. Bien, voilà pour la personnification. Alors, ici, j'avais demandé que vous écriviez, comme en fin de séance, une expression écrite. Eh bien, il s'agissait d'écrire un petit texte racontant une promenade dans la campagne par une belle journée. Vous emploierez au moins une comparaison, une métaphore et une personnification. Voilà, donc ici,
Je vous laisse faire cette petite rédaction. Vous avez tout à fait, vous m'en avez déjà envoyé pour certains. Si d'autres veulent me la proposer, je vous invite effectivement à me l'envoyer sur Pronote. Voilà! Leçon nouvelle, leçon importante, leçon que vous retrouverez ici tout au long de vos années collège et après même jusqu'au lycée. Alors, quels sont les éléments que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons traité de 3 figures de style capitales. La comparaison, la métaphore et la personnification. Bien, nous avons dit qu'une figure de style, c'est ce qui rend vivant votre langue. C'est ce qui la place d'emblée du côté de la poésie. Nous avons dit qu'une figure de style, il fallait la reconnaître. D'accord. Mais ensuite, lorsque vous l'avez reconnue, par exemple, lorsqu'un professeur vous demande de donner vos impressions sur un texte, il faudra encore l'interpréter. Je vous ai dit que si vous n'interprétiez pas le sens figuré d'une figure de style, eh bien, vous risqueriez de faire sourire autour de vous. La plupart du temps, comme on l'avait vu au départ, avec le sens propre et le sens figuré, eh bien, c'est parce que vous baignez dans le langage, vous baignez, figure de style, vous baignez dans le langage. Sans le savoir, vos parents, le plus souvent, ce sont eux qui vous ont appris à comprendre les figures de style. Lorsque ils vous ont dit un jour « Bravo, tu as tout cassé », ici nous sommes sur une autre figure de style, mais nous l'apprendrons plus tard, mais vous aviez compris que vous n'étiez pas félicité. Et que c'était une bêtise. Et que vos parents ne disaient pas exactement ce qu'ils pensaient en vous disant bravo. Eh bien, c'est ça qu'il faudra faire, systématiquement. Reconnaître la figure de style, l'interpréter. La comparaison et la métaphore sont les 2 figures de style fondamentales que vous ne pouvez plus oublier. Ce sont les 2 figures de style qui établissent des ressemblances. La métaphore est une comparaison, mais elle n'a pas d'outil de comparaison. Et la personnification va attribuer des choses humaines à des objets inanimés, voire à des animaux. Voilà. Donc, vous aviez compris pourquoi nous en étions arrêtés sur ce texte si particulier de Vendredi ou la vie sauvage, lorsque Robinson apprenait la langue anglaise à Vendredi. Eh bien, pour notre prochaine séance, nous parlerons de nouveau et pour la dernière fois de Vendredi ou la vie sauvage, le moment où Vendredi part et de quelle manière Robinson va s'en sortir et va retrouver la joie de vivre. Mais nous en reparlerons pour la prochaine séance. À bientôt les 6e.